Cette nuit de l'an 48 après Jésus-Christ, dans les souterrains du Palatin, l'impératrice de Rome livra une bataille qu'aucun général n'oserait affronter. 25 hommes attendaient en file, tandis que Valeria Messalina se préparait à protagoniser le duel le plus scandaleux de l'histoire impériale. Une compétition sexuelle contre Sylla, la prostituée la plus célèbre et la plus endurante de toute la capitale. L'enjeu, prouver qu'une femme de la plus haute aristocratie romaine possédait plus de vigueur, plus de résistance et plus d'appétit charnel que n'importe quelle courtisane professionnelle de l'Empire. Mais ce défi extrême ne fut pas le caprice d'un esprit perverti. Il fut l'aboutissement d'une stratégie politique construite sur le seul territoire où une femme romaine pouvait exercer un pouvoir réel, son propre corps. Ce que les historiens ont enregistré comme débauche insensée était, en vérité, la déclaration la plus radicale d'autonomie corporelle que Rome ait jamais connue. Tandis que le Sénat contrôlait les armées et que l'empereur contrôlait l'État, Messalina découvrit que le sexe pouvait contrôler les hommes qui contrôlaient tout. Et cette nuit-là, entre gémissements et témoins horrifiés, elle triompha. Sylla abandonna épuisée après le 25e homme. Messalina, selon les récits chuchotés qui ont survécu, sortit insatisfaite, voulant encore davantage. Cette victoire impossible scella son destin, car à Rome, un homme qui conquérait était un héros. Une femme qui conquérait était un monstre. Avant de plonger dans les secrets les plus troublants de cette impératrice légendaire, je vous invite à rejoindre notre communauté passionnée d'histoire. Si vous appréciez ces révélations exclusives sur les femmes de pouvoir qui ont défié leur époque, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des mystères impériaux que nous dévoilons. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, que ce soit de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou de n'importe quelle région de France, et même de Belgique, Suisse ou du Québec. Votre présence enrichit notre exploration collective de ces destins féminins extraordinaires. Et si vous avez en tête une impératrice, une reine ou une figure historique dont vous aimeriez découvrir les secrets interdits, partagez son nom en commentaire. Vos suggestions guident nos prochaines investigations dans les archives oubliées de l'histoire. Maintenant, remontons le temps ensemble pour comprendre comment une jeune aristocrate romaine devint la femme la plus scandaleuse et la plus redoutée de son empire. Rome, en 38, après Jésus-Christ. L'Empire romain domine le monde connu, s'étendant de la Bretagne au désert de Mésopotamie. Au cœur de cette puissance colossale se dresse le Palatin, colline sacrée où résident les empereurs de la dynastie julio-claudienne. C'est dans ce centre névralgique du pouvoir que naît Valeria Messalina, descendante directe d'Auguste par sa mère Domitia Lepida et cousine germaine de l'empereur Caligula. Son sang impérial la destine à devenir monnaie d'échange matrimonial, comme toutes les femmes de l'aristocratie romaine. À 15 ans, elle est mariée à Tiberius Claudius, son oncle paternel, un homme de 45 ans, considéré comme inadapté au pouvoir. Claudius souffre de tremblements, bégaie, traîne la jambe et possède une apparence physique que les sources décrivent comme repoussante. Ce mariage arrangé n'est qu'une transaction politique parmi tant d'autres, destinée à consolider les alliances familiales au sein de la maison impériale. Personne n'imagine alors que 3 ans plus tard, en 41, l'assassinat de Caligula propulsera ce Claudius méprisé sur le trône impérial. Messalina, à 18 ans seulement, devient impératrice de Rome. Mais cette élévation spectaculaire ne change rien à sa condition réelle. Dans l'empire le plus puissant du monde, une femme, même impératrice, demeure juridiquement inférieure, propriété masculine transmise du père au mari, privée de tout droit politique ou juridique autonome. Valeria Messalina entre dans l'histoire à travers le regard haineux des hommes qui la détestaient. Les chroniqueurs romains, Tacite, Suétone, Pline l'Ancien et Juvénal ont façonné son image pour l'éternité, chacun ajoutant une couche supplémentaire d'infamie à son portrait. Ils la décrivent comme nymphomane insatiable, manipulatrice sans scrupules, meurtrière calculatrice. Pourtant, aucun de ces écrivains n'était contemporain des faits. Tous écrivirent des décennies après sa mort, sous des empereurs qui avaient intérêt à noircir la mémoire de la dynastie claudienne. Face à elle se dresse Tiberius Claudius, 4e empereur de Rome, personnage complexe et contradictoire. Historien érudit, juriste compétent, administrateur efficace, mais aussi mari absent,
physiquement diminuées et politiquement manipulables. Leur union forcée illustre le paradoxe romain. Lui possède le pouvoir absolu sur l'Empire, mais reste faible face aux intrigues palatines. Elle n'a aucun pouvoir officiel, mais découvre rapidement comment transformer l'intimité conjugale en levier d'influence. Autour d'eux gravitent les véritables maîtres du palais impérial. Narcisse, Pallas et Caliste, affranchis grecs qui contrôlent l'administration, les finances et les communications de l'Empire. Ces anciens esclaves devenus tout-puissants manipulent Claudius avec une habileté redoutable. Messalina comprend instinctivement qu'elle doit jouer sur le même terrain qu'eux, utilisant les seules armes dont dispose une femme romaine dans cette arène impitoyable du pouvoir. Pour comprendre la trajectoire de Messaline, il faut d'abord saisir la réalité suffocante qui emprisonnait toutes les femmes aristocrates de Rome. Dès leur naissance, elles appartenaient à un système de contrôle aussi perfectionné qu'impitoyable. Le corps féminin n'était jamais privé. Il constituait un bien familial, un capital politique, une ressource dynastique soumise à surveillance permanente. Les jeunes patriciennes grandissaient sous l'œil vigilant des matrones, ces femmes âgées chargées de préserver leur virginité comme on garde un trésor d'État. Chaque geste, chaque sortie, chaque conversation faisait l'objet d'un rapport détaillé au pater familias, le père détenant pouvoir de vie et de mort sur sa progéniture. Les manuels d'éducation féminine transmis de génération en génération prescrivaient une liste interminable d'interdictions. Une jeune fille ne devait jamais croiser le regard d'un homme étranger. Elle ne pouvait sortir sans escorte. Elle apprenait à marcher les yeux baissés, à parler d'une voix à peine audible, à occuper le moins d'espace possible dans l'univers masculin qui l'entourait. Le mariage, loin de libérer ces prisonnières dorées, ne faisait que transférer leur propriété du père au mari. La nuit de noces romaine révélait crûment cette transaction. Avant la cérémonie, la jeune épouse subissait une inspection physique menée par des matrones expertes dont la fonction était de certifier sa virginité intacte. Ces examens, décrits dans les textes médicaux de l'époque, ne laissaient place à aucune pudeur. La future mariée devait s'allonger jambes écartées pendant que des mains étrangères palpaient, scrutaient, vérifiaient l'état de son hymen. Les matrones rédigeaient ensuite un document officiel attestant la pureté de la marchandise. Sans ce certificat, le mariage pouvait être annulé et la famille déshonorée. Imaginez Messaline à 15 ans, soumise à cette humiliation ritualisée avant d'être livrée à un homme de 45 ans qu'elle n'avait pas choisi, dont l'apparence la répugnait, dont le corps tremblant et maladroit allait bientôt posséder le sien. La nuit nuptiale elle-même obéissait à un protocole strict. Des témoins attendaient derrière la porte de la chambre conjugale. Ils devaient entendre les cris de douleur de la jeune épouse, preuve que la pénétration avait bien eu lieu. Au matin, les draps tachés de sang étaient exhibés publiquement, parfois même accrochés à la fenêtre pour que la famille et les invités puissent constater la consommation du mariage. Cette exhibition de l'intimité féminine ne choquait personne dans la Rome antique. Elle constituait une nécessité juridique, la preuve matérielle que le contrat matrimonial avait été honoré. Les épouses patriciennes vivaient ensuite sous surveillance constante. Des esclaves spécialisés, choisis et rémunérés par le mari, accompagnaient chaque déplacement de leur maîtresse. Ces informatrices rapportaient fidèlement tout comportement suspect. Dans les grandes maisons aristocratiques, des systèmes d'espionnage sophistiqués permettaient aux maris de contrôler les allées et venues de leurs femmes. Certains allaient jusqu'à employer des médecins personnels chargés d'examiner régulièrement leur épouse pour détecter toute trace d'infidélité, car l'adultère féminin constituait le crime suprême dans la législation romaine. Sous l'empereur Auguste, grand-père de Messaline, la Lex Julia de Adulteriis avait transformé l'infidélité féminine en crime d'État passible d'exil ou de mort. Un mari trompé possédait le droit légal d'assassiner sa femme adultère et son amant s'il les surprenait en flagrant délit. Les pères conservaient également ce privilège meurtrier sur leurs filles mariées. Cette loi incarnait une asymétrie absolue. Les hommes romains entretenaient librement concubines, prostituées et esclaves sexuels sans la moindre sanction. Leurs épouses devaient demeurer chastes, fidèles, invisibles. Le double standard ne constituait pas une hypocrisie honteuse, mais une norme affichée, défendue, célébrée comme fondement de la grandeur romaine. Dans ce contexte étouffant, chaque matrone aristocrate devenait gardienne de sa propre prison.
Elles intériorisaient les règles, surveillaient leurs filles, dénonçaient les transgressions. Le système se perpétuait par les femmes elles-mêmes, transformées en complices de leur propre oppression. Pourtant, certaines refusaient cette soumission programmée et cherchèrent des failles dans l'architecture du contrôle. Messaline allait exploiter ces failles avec une audace que Rome n'avait jamais connue. Nous venons de lever le voile sur les mécanismes secrets qui emprisonnaient les femmes de la Rome antique, ce système de surveillance et de contrôle que l'histoire officielle préfère oublier. Si ces révélations vous fascinent autant qu'elles nous passionnent, c'est le moment idéal pour soutenir cette chaîne qui ose dévoiler les vérités interdites sur les femmes de pouvoir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes historiques exclusives. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous appréciez la profondeur de nos investigations. Dans les commentaires, partagez vos réflexions sur ce que vous venez de découvrir. Comment imaginez-vous le quotidien de ces femmes aristocrates sous surveillance permanente? Quelle autre impératrice, reine ou figure féminine historique aimeriez-vous voir décryptée avec cette même rigueur? Vos suggestions nourrissent directement notre travail de recherche. Et surtout, dites-nous d'où vous nous suivez, que ce soit de France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Belgique, de Suisse ou du Québec. Votre présence construit cette communauté unique dédiée au destin féminin extraordinaire. Maintenant, pénétrons dans le cœur du scandale. Découvrons comment Messaline transforma son propre corps en arme politique. La nuit du fameux concours sexuel contre Sylla représente bien plus qu'une anecdote scandaleuse dans les annales romaines. Elle constitue le point culminant d'une stratégie élaborée pendant des années, la manifestation spectaculaire d'une philosophie politique révolutionnaire que Messaline avait construite dans l'ombre du palais impérial. Pour comprendre ce moment historique, il faut reconstituer la progression qui y mena. Dès son accession au rang d'impératrice en 41, Messaline se heurta à une réalité brutale. Claudius, son époux, restait largement manipulé par ses affranchis qui contrôlaient réellement l'Empire. Elle n'avait aucun accès officiel au levier du pouvoir, aucune fonction, aucun titre, aucune prérogative politique. Juridiquement, elle demeurait mineure, soumise à l'autorité maritale. Pourtant, elle comprit rapidement qu'elle possédait un atout unique dans ce jeu mortel du pouvoir impérial. Les sources antiques, malgré leur hostilité évidente, révèlent malgré elles la méthode de Messaline. Elle commença par transformer les appartements impériaux en espaces de subversion sociale. Contrairement aux impératrices précédentes qui respectaient scrupuleusement les codes de la pudicitia, cette vertu féminine sacralisée par la tradition romaine, Messaline organisa des réceptions nocturnes où les frontières entre classes sociales s'effaçaient temporairement. Sénateurs, chevaliers, affranchis fortunés, acteurs, gladiateurs et même esclaves de confiance se côtoyaient dans une promiscuité impensable ailleurs dans la société romaine, rigidement hiérarchisée. Ces rassemblements n'étaient pas de simples orgies gratuites, comme les historiens masculins voulurent en le faire croire. Ils constituaient des laboratoires politiques, où Messaline testait une forme de pouvoir entièrement nouvelle. Elle découvrit que le désir masculin, convenablement exploité, créait des liens de dépendance plus solides que l'argent ou les menaces. Les patriciens qui participaient à ces soirées transgressives se retrouvaient liés par un secret partagé, complices d'une violation collective des normes sociales. Messaline ne se contentait pas d'être présente lors de ces réunions. Elle y participait activement, choisissant ses partenaires selon une logique stratégique que les chroniqueurs préférèrent interpréter comme démence sexuelle. Chaque sénateur honoré de ses faveurs devenait un allié potentiel, un homme qu'elle pouvait ensuite solliciter pour influencer une décision, bloquer une nomination, soutenir une législation favorable à ses intérêts. Le sexe devenait monnaie d'échange, outil diplomatique, arme politique, dans un monde qui interdisait aux femmes tout autre moyen d'action. Les témoignages fragmentaires qui ont survécu, notamment celui de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, révèlent des détails stupéfiants. Messaline ne se cachait pas. Au contraire, elle cultivait sa réputation sulfureuse comme d'autres cultivent leur image de piété. Elle se rendait régulièrement dans un lupanar du quartier de Subur, le district le plus mal famé de Rome, où elle se prostituait sous le pseudonyme de Lysiska. Cette information, rapportée par plusieurs sources antiques, a longtemps été considérée comme pure calomnie inventée par ses ennemis. Pourtant, les recherches historiques contemporaines suggèrent qu'elle contient probablement un fond de vérité.
Messaline cherchait à brouiller les frontières entre impératrice et prostituée, entre le corps sacré de la matrona et le corps marchandise de la mérétrix. En s'abaissant volontairement au rang le plus bas de la hiérarchie féminine romaine, elle accomplissait un acte révolutionnaire d'une audace inimaginable. C'est dans ce contexte qu'intervient le fameux défi contre Sylla. Les sources anciennes situent l'événement dans une maison patricienne mise à disposition pour l'occasion. 25 hommes avaient été sélectionnés, tous consentants, tous conscients de participer à un spectacle historique. Sylla, prostituée légendaire réputée pour son endurance exceptionnelle, accepta le défi lancé par l'impératrice. Les règles étaient simples et cruelles dans leur clarté. Celle qui renoncerait la première admettrait sa défaite. Les témoins, dont plusieurs sénateurs et chevaliers romains, s'installèrent pour observer cette compétition d'un genre inédit. Imaginez la scène dans toute son étrangeté perturbante. L'impératrice de Rome, parée de ses insignes impériaux au début de la soirée selon certains récits, se dévêtant progressivement pour affronter une prostituée dans une épreuve d'endurance sexuelle. Les chroniques rapportent que la compétition dura toute la nuit. Homme après homme, les deux femmes accomplissaient leur tâche avec une détermination qui horrifiait et fascinait simultanément les spectateurs. Pline affirme que Sylla abandonna après le 25e partenaire, épuisée, incapable de continuer. Messaline, selon le même auteur, quitta les lieux insatisfaite, son désir intact malgré les heures écoulées. Cette conclusion invraisemblable sur le plan physiologique a conduit certains historiens modernes à proposer une interprétation différente. Messaline ne cherchait pas réellement le plaisir physique dans cet excès. Elle mettait en scène une performance politique, une démonstration de puissance par l'appropriation totale de sa propre sexualité. En dépassant les limites de ce qu'une prostituée professionnelle pouvait accomplir, elle prouvait que le corps féminin aristocratique n'était pas plus fragile, plus pur, plus limité que celui des femmes du peuple. Elle détruisait symboliquement l'idéologie patriarcale romaine qui fondait la hiérarchie sociale sur le contrôle différencié des corps féminins selon leur classe. Les témoins de cette nuit rapportèrent leurs observations dans des documents aujourd'hui perdus mais cités par les historiens postérieurs. Leur description mêlait horreur morale et fascination morbide. Ils ne comprenaient pas qu'ils assistaient à une révolution silencieuse, à la première tentative systématique d'une femme romaine de haut rang pour reconquérir la souveraineté sur son propre corps. Messaline gagna cette bataille spectaculaire. Mais cette victoire même précipita sa chute, car Rome ne pardonnait jamais aux femmes qui osaient revendiquer leur autonomie sexuelle. Le scandale du concours sexuel se répandit dans Rome avec la vitesse d'un incendie dévastateur. Contrairement aux autres transgressions de Messaline qui demeuraient confinées aux murmures du palais impérial, cet événement comportait trop de témoins, trop de détails vérifiables, trop de participants pour être étouffés. Les 25 hommes impliqués parlèrent malgré les risques. Certains se vantèrent dans les termes et les banquets. D'autres confessèrent leurs actions à leurs épouses ou à leurs affranchis de confiance. Les esclaves qui avaient servi pendant cette nuit extraordinaire colportèrent leurs observations dans les marchés et les tavernes. En quelques jours, tout Rome connaissait les détails de ce qui s'était déroulé dans cette maison patricienne. Les réactions révélèrent la profonde fracture morale qui divisait la société romaine concernant la sexualité féminine. Dans les cercles sénatoriaux, l'indignation officielle masquait mal une fascination morbide. Les hommes qui n'avaient pas participé à l'événement interrogeaient avidement ceux qui y avaient assisté, exigeant des descriptions précises, des confirmations détaillées. Cette curiosité obsessionnelle trahissait quelque chose de plus complexe que la simple réprobation morale. Messaline avait touché un point névralgique de la psyché masculine romaine. Elle avait démontré qu'une femme aristocratique pouvait posséder un appétit sexuel surpassant celui de n'importe quel homme, contredisant frontalement l'idéologie patriarcale qui justifiait le contrôle féminin par la supposée fragilité et passivité naturelle des femmes. Les matrones de la haute société réagirent avec une fureur encore plus intense. Elles voyaient dans les actes de Messaline une menace existentielle pour l'ordre social qui les opprimait mais leur garantissait aussi un statut privilégié. Si l'impératrice pouvait transgresser impunément toutes les règles de la pudicitia sans perdre son rang, qu'est-ce qui empêcherait d'autres femmes aristocratiques de suivre son exemple ?
Tout l'édifice moral justifiant la surveillance constante des épouses patriciennes s'effondrait face à cette démonstration spectaculaire d'autonomie sexuelle. Claudius, étrangement, ne réagit pas immédiatement au scandale. Les historiens antiques présentent traditionnellement l'empereur comme un benêt manipulé, aveugle aux excès de son épouse. Cette interprétation simplifie excessivement une situation bien plus ambiguë. Claudius n'était pas stupide. Historien compétent, administrateur efficace, juriste respecté, il comprenait parfaitement les dynamiques politiques complexes de son règne. Son apparente passivité face aux transgressions de Messaline suggère plutôt une stratégie calculée ou une impuissance politique face au réseau d'influence que son épouse avait tissé. Peut-être tolérait-il ces excès parce qu'il neutralisait les ambitions de certains sénateurs compromis par leur participation aux orgies impériales. Peut-être craignait-il qu'une confrontation directe avec Messaline ne déclenche une crise dynastique dangereuse pour sa position fragile d'empereur. Les véritables architectes de la chute de Messaline furent les affranchis impériaux, notamment Narcisse, qui détenait le contrôle des communications officielles. Ces anciens esclaves parvenus aux plus hautes fonctions administratives avaient initialement coexisté avec l'impératrice dans un équilibre précaire. Chacun contrôlait une sphère d'influence distincte, mais l'audace croissante de Messaline menaçait directement leur pouvoir. Ces réseaux de clients et d'obligés commençaient à concurrencer sérieusement leur propre influence sur l'empereur. Le concours sexuel leur fournit une arme parfaite. Ils ne pouvaient utiliser immédiatement ce scandale sans risquer de déstabiliser l'empire entier. Une impératrice publiquement déshonorée jetterait le discrédit sur Claudius lui-même et pourrait encourager des complots visant à renverser la dynastie. Ils attendirent donc le moment stratégique optimal pour frapper. Ce moment arriva en 48, quelques mois après le fameux concours. Messaline commit alors l'erreur fatale qui scella définitivement son destin. Elle contracta un mariage public avec Gaius Silius, le plus beau et le plus ambitieux des jeunes sénateurs de Rome. Cet acte, juridiquement impossible puisqu'elle restait mariée à Claudius, constituait bien plus qu'une simple transgression morale. Il représentait une tentative de coup d'État par procuration. En épousant Silius lors d'une cérémonie complète avec témoins et sacrifices rituels, Messaline cherchait à créer une légitimité matrimoniale alternative. Si Claudius mourait ou était renversé, Silius pourrait revendiquer le pouvoir impérial par son mariage avec la mère du futur héritier Britannicus. Cette stratégie révélait la sophistication politique de Messaline. Dépourvue d'armée, incapable de lever des légions, elle tentait de s'emparer du pouvoir par le seul moyen accessible à une femme romaine, la légitimité matrimoniale. Narcisse saisit immédiatement l'opportunité. Il attendit que Claudius se trouve hors de Rome, dans le port d'Ostie, pour inspecter les travaux portuaires. Puis, il se précipita auprès de l'empereur avec des témoins préparés qui confirmèrent le mariage bigame de Messaline. La réaction de Claudius, rapportée par Tacite dans ses annales, oscilla entre incrédulité, rage et confusion pathétique. Il ordonna une enquête immédiate. Les preuves s'accumulèrent rapidement. Trop de témoins avaient assisté à la cérémonie pour que Messaline puisse nier les faits. Narcisse, craignant que l'empereur ne pardonne à son épouse s'il la revoyait, prit une décision radicale. Sans attendre l'ordre formel de Claudius, il envoya des gardes prétoriens avec mission d'exécuter l'impératrice. Messaline tenta de fuir vers les jardins de Lucullus où elle possédait une villa. Elle rédigea des lettres suppliantes à Claudius, promettant de se défendre, d'expliquer ses actes. Mais les soldats la rattrapèrent avant qu'elle puisse atteindre son époux. Les récits de sa mort varient légèrement selon les sources, mais tous s'accordent sur la brutalité de l'exécution. Messaline avait 26 ans lorsqu'elle mourut, assassinée sur ordre indirect d'un affranchi qui savait que l'empereur pourrait encore fléchir face à la femme qu'il avait aimée. Son corps fut abandonné à sa mère Lepida, qui l'ensevelit discrètement, sans les honneurs funéraires dus à une impératrice. Le Sénat ordonna immédiatement la damnatio memoria, cette condamnation posthume qui effaçait le nom de Messaline de tous les documents officiels, brisait ses statuts, martelait ses inscriptions. Rome voulait oublier qu'une femme avait osé défier aussi radicalement l'ordre patriarcal établi. L'exécution de Messaline en 48 ne marqua pas la fin de son histoire, mais le début d'une guerre posthume pour contrôler sa mémoire. Les décennies qui suivirent sa mort virent s'élaborer progressivement le portrait monstrueux qui traverserait les siècles,
transformant une femme complexe et politiquement audacieuse en symbole éternel de dépravation féminine. Cette construction idéologique ne fut pas accidentelle. Elle répondait à des besoins politiques précis des régimes successifs qui gouvernèrent Rome après la chute de la dynastie julio-claudienne. Comprendre cette manipulation historique révèle comment les sociétés patriarcales utilisent la diabolisation de certaines femmes pour maintenir le contrôle sur toutes les autres. Tacite rédigea ses annales sous les empereurs Trajan et Hadrien, soit 70 ans après la mort de Messaline. Il n'avait aucun accès direct aux événements qu'il décrivait. Ses sources provenaient essentiellement des archives sénatoriales et des mémoires rédigées par les ennemis de la dynastie claudienne. Son portrait de Messaline sert un objectif narratif clair. En la présentant comme incarnation absolue du vice féminin, il justifie rétrospectivement son élimination et légitime l'avènement de la dynastie flavienne qui mit fin au désordre julio-claudien. Suétone, contemporain de Tacite, adopta une approche encore plus sensationnaliste dans ses vies des 12 Césars. Son récit accumule les anecdotes scandaleuses sans vérification critique, privilégiant l'effet dramatique sur la rigueur historique. Il présente Messaline comme nymphomane pathologique incapable de contrôler ses pulsions, éliminant ainsi toute dimension politique de ses actes. Cette psychologisation simpliste occulte la réalité stratégique de son utilisation du sexe comme instrument de pouvoir. Juvénal, le satiriste romain du début du IIe siècle, consacra sa 6e satire à dénoncer la corruption morale des femmes romaines. Messaline y apparaît comme archétype de la matrona dégénérée qui abandonne son foyer pour se prostituer dans les lupanars. Son récit du concours contre Sylla contient les détails les plus graphiques et les plus improbables, suggérant fortement une amplification littéraire destinée à choquer et divertir plutôt qu'à informer. Ces 3 auteurs, source principale de notre connaissance sur Messaline, écrivirent tous sous des empereurs qui avaient intérêt à noircir la mémoire des dynasties précédentes. Aucun ne connut personnellement l'impératrice. Aucun n'eut accès à sa version des faits. Aucun ne chercha à comprendre ses motivations politiques réelles. Leur unanimité apparente dans la condamnation ne reflète pas une vérité historique objective, mais le consensus idéologique d'une classe masculine qui ne pouvait tolérer qu'une femme eût osé revendiquer l'autonomie de son propre corps. Les recherches historiques contemporaines permettent de déconstruire ce portrait monolithique. Des études récentes sur la sexualité dans la Rome antique révèlent que les comportements attribués à Messaline, bien que transgressifs pour une femme aristocratique, n'étaient pas exceptionnels chez les hommes de sa classe. Les empereurs romains entretenaient des harems, violaient des femmes et des jeunes garçons, se livraient à des orgies publiques sans que cela ne remette en cause leur légitimité politique. Tibère avait transformé l'île de Capri en résidence de débauche où il se livrait à des excès sexuels détaillés complaisamment par les mêmes historiens qui condamnèrent Messaline. Caligula commit l'inceste avec ses sœurs, humilia publiquement des sénateurs en couchant avec leurs épouses, organisa des spectacles érotiques dans le palais impérial. Néron épousa publiquement un jeune esclave après l'avoir fait castrer, viola une vestale, assassina 2 de ses épouses. Pourtant, aucun de ces empereurs ne fut réduit à sa seule sexualité comme le fut Messaline. Cette asymétrie révèle le fonctionnement profond de la misogynie historique. Un homme puissant qui transgresse les normes sexuelles demeure avant tout puissant. Ces excès deviennent des anecdotes colorées dans une vie politique complexe. Une femme puissante qui transgresse ces mêmes normes devient exclusivement sexuelle. Toute sa trajectoire politique disparaît derrière ces transgressions érotiques. Messaline gouverna effectivement Rome pendant 7 ans. Elle influença des nominations sénatoriales, accumula des richesses considérables, participa aux intrigues dynastiques, protégea certains clients politiques et en détruisit d'autres. Mais l'histoire ne retint que ses aventures sexuelles, effaçant systématiquement sa dimension de femme d'État. Cette occultation n'est pas accidentelle. Elle constitue une stratégie délibérée de neutralisation politique. En transformant Messaline en monstre de luxure, la tradition historiographique masculine envoya un message clair à toutes les femmes tentées de revendiquer un pouvoir autonome. Elles seraient réduites à leur sexualité et condamnées éternellement. L'héritage occulte de Messaline se manifeste dans la permanence du double standard sexuel qui persista pendant 2 millénaires après sa mort. Son nom devint synonyme de nymphomanie.
un terme médical inventé au XIXe siècle spécifiquement pour pathologiser le désir sexuel féminin jugé excessif. Pendant des siècles, les médecins européens diagnostiquèrent la nymphomanie chez des femmes dont le seul crime était de manifester un appétit sexuel comparable à celui considéré normal chez les hommes. Ces femmes furent internées, stérilisées, lobotomisées au nom de cette pathologie imaginaire dont Messaline était devenue le prototype historique. La psychanalyse freudienne reprit ce modèle en classifiant l'hypersexualité féminine comme symptôme névrotique nécessitant traitement. Encore aujourd'hui, les recherches contemporaines sur la sexualité révèlent la persistance de cette asymétrie. Les hommes ayant de multiples partenaires sont valorisés comme séducteurs virils. Les femmes affichant les mêmes comportements sont stigmatisées comme déséquilibrées ou dégradées. Messaline représente ainsi la première d'une longue lignée de femmes punies non pour leurs actions politiques, mais pour avoir osé revendiquer la même liberté sexuelle que les hommes de leur classe. Son exécution établit un précédent terrifiant. Une impératrice disposant théoriquement du pouvoir suprême fut éliminée parce qu'elle défia le contrôle masculin sur son propre corps. Si même elle ne pouvait échapper à cette violence patriarcale, quelle femme le pourrait ? La véritable révolution de Messaline ne fut pas son prétendu appétit insatiable, mais sa tentative systématique de transformer la sexualité féminine de territoire conquis en arme de conquête, renversant ainsi les fondements mêmes du pouvoir patriarcal romain. Nous voici au terme de cette plongée dans l'une des vies les plus controversées et les plus censurées de l'histoire romaine. L'histoire de Messaline n'est pas seulement celle d'une impératrice scandaleuse. C'est le récit d'une femme qui osa défier un système millénaire de contrôle masculin sur les corps féminins, qui transforma son unique territoire de liberté en arme politique révolutionnaire, et qui paya cette audace du prix ultime. Derrière les accusations de débauche se cache une vérité bien plus dérangeante. Messaline menaçait les fondements mêmes du patriarcat romain en prouvant qu'une femme pouvait revendiquer la même autonomie sexuelle que les hommes sans perdre son intelligence politique ni sa capacité stratégique. Si cette investigation historique vous a fasciné, si ces révélations sur les mécanismes cachés du pouvoir impérial vous ont captivé, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres destins féminins extraordinaires, effacés par l'histoire officielle. Likez cette vidéo si vous appréciez notre approche qui ose questionner les versions établies et dévoiler les vérités interdites. Dans les commentaires, partagez vos réflexions sur Messaline. Victime tragique ou stratège audacieuse? Et surtout, dites-nous quelle impératrice, reine ou figure historique vous souhaitez voir décryptée dans nos prochaines enquêtes. Indiquez également votre localisation pour enrichir notre communauté internationale francophone. De nouveaux secrets impériaux vous attendent. Des récits de femmes qui refusèrent le silence qu'on leur imposait. Restez avec nous pour ces révélations exclusives.